Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, bilan de la première année de gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré. Le 30 septembre 2022, juste après le massacre de Gaskindé, le capitaine Traoré renversait le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et affirmait vouloir reconquérir les quelques 40% du pays qui était alors sous contrôle djihadiste. Qu'en est-il un an après ? Nous en parlons dans le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Gildas Da. Notre invité analysera les forces et les faiblesses du gouvernement de transition dans sa croisade contre le terrorisme. Nous nous intéresserons ensuite à la crise des déplacés et des réfugiés suscitée par la guerre au Soudan entre militaires et paramilitaires. Plus d'1 million de personnes ont fui le pays, dépassant les prévisions des Nations Unies. Le fait marquant de la semaine, c'est l'annonce par le président français Emmanuel Macron du rappel de l'ambassadeur de France et du retrait des soldats français du Niger. Comment réagit-on sur place? L'un de nos affiliés nous donnera des nouvelles fraîches depuis Niamey. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Burkina Faso sur un institut qui forme des étudiants issus des écoles franco-arabes. Un institut qui s'est entre autres fixé pour objectif la lutte contre le radicalisme. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage d'informations et de découvertes dans le Sahel. Ce programme est diffusé en live sur la page Facebook de VOA Afrique. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso vivait un nouveau coup d'État, le deuxième en l'espace de 8 mois. À la tête du pays, un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, remplaçait alors le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le jeune capitaine pointait alors la situation sécuritaire délétère du pays pour justifier son putsch, annonçant dans la foulée son ambition de reconquérir toutes les portions du territoire national encore aux mains des djihadistes. Près d'un an après sa prise du pouvoir, où en est le Burkina Faso? Élément de réponse dans ce reportage de Gildas Da depuis le Burkina Faso. D'entraîner les forces à un affrontement. En ligne ce 1er octobre 2022 avec Bagassi Koura sur VOA Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. L'officier qui n'est pas encore aux commandes du pays clarifie ses intentions. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. L'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire. La lutte pour la prise du pouvoir débute un jour plus tôt, soit le 30 septembre. Ibé et ses compagnons font alors une apparition sur les antennes de la télévision nationale. Contre Damiba, arrivé au pouvoir il y a 8 mois, ils ont un grief, le terrorisme que ce dernier n'arrive pas à juguler. C'est décidé. La guerre contre le terrorisme sera placée au centre des actions du capitaine Traoré qui aura entre-temps fini par prendre le pouvoir. Sa lecture de la lutte contre l'insécurité semble alors bien cernée. Le programme que nous voulons mettre en place, on n'a pas besoin selon nous de 2 ans pour ça. Donc le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Près d'une année après son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire du pays interroge. Et les changements de partenaires arrivent très vite. Exit la France et bienvenue à la Russie. De fin septembre 2022 à ce jour, il y a de bonnes nouvelles pour les populations burkinabè. Achat d'armes, de blindés, d'aéronefs, y compris des drones dont les vidéos de frappe font la une des journaux de la télévision nationale. Des localités comme Solenzo, Dassa ou encore Obiré ont été reprises par les forces de défense et de sécurité. Le dernier conseil des ministres en date fait état de plus de 190 000 déplacés internes qui ont rejoint leurs localités. Mais on ne saura pas grand-chose sur les localités qui ont repris vie. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plus de 2 millions de déplacés internes à la date du 31 mars 2023. Sur les théâtres des opérations, la lutte est rude. De grandes localités comme Dori, Tougan, Nouna sont désormais coupés du reste du pays. Des convois militaires sont obligatoires pour leur ravitaillement. Cette année aussi, en dépit de leur victoire,
Les combattants burkinabés ont subi certaines pertes. C'est le cas du détachement de Ougarou et récemment l'attaque de Koumbri qui a fait une 50aine de morts dans les rangs des forces burkinabées. Symbole de la dure réalité du terrain, il y a aussi les tourments que subit l'enseignement. Le pays est passé selon les chiffres officiels de 4258 écoles fermées en mai 2022 à 6149 en mai 2023. Pour ramener la quiétude, le gouvernement sous le capitaine Traoré lance l'effort de guerre. Des taxes sur les boissons, les services de téléphonie mobile ou encore les opérateurs de télévision par satellite. Des taxes plutôt dures, mais les populations s'en accommodent dans l'espoir d'un retour de la paix. Car il faut pour cela de l'argent pour équiper les FDS et près de 90 000 VDP. Dans cette guerre, la croissance économique du pays a aussi pris un coup, passant de 6,9% en 2021 à 3,2% en fin 2022. Situation due à la baisse des activités extractives. Au bas mot, on parle d'une quarantaine de mines qui ont fermé boutique du fait de l'insécurité. Cet état de fait entraîne aussi une hausse des prix et le ralentissement des activités économiques, autant d'embûches sur le chemin d'une transition qui devrait prendre fin en juillet 2024. Mais rien n'est moins sûr. Dans son discours sur l'état de la nation en juin passé, le Premier ministre avait affirmé devant l'Assemblée législative de transition « On ne peut pas faire des élections sans la sécurité ». Les partis politiques, eux, sont restés aphones face à cette annonce. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Traoré, leurs activités ont été purement et simplement suspendues. Gildas Da, Ouagadougou, pour VOA Afrique. Merci beaucoup, Gildas Da, qui est le correspondant de... Gildas Da, qui est avec nous en ligne. Gildas, salut, bienvenue. Bonsoir, Mohamedou. Voilà, dans 4 jours, c'est le premier anniversaire de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que, Gildas Da, première question, est-ce qu'on sait s'il y a des activités prévues pour commémorer cet événement? À vrai dire, Mohamedou, il n'y a pas de communication officielle jusque-là. Donc, on ne sait pas grand-chose. Mais par contre, Mohamedou, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est possible, selon mes informations, qu'il y ait des rencontres d'échange avec les forces vives de la nation. Bien sûr, tout cela est à mettre au conditionnel puisqu'il n'y a rien d'officiel. Et la situation actuelle du Burkina est tendue, vous le savez. Et on a annoncé des tentatives de coup d'État ces derniers jours. Et on dit que ces tentatives ont été déjouées. Mais par contre, Mohamedou, chez les partisans de IB, on a appelé à des rassemblements dans les villes et sur les ronds-points de Ouagadougou notamment, à manifester le soutien au président. Alors déjà, des ronds-points dans des quartiers comme Bonheurville et à Ouaga 2000, pour ceux qui connaissent Ouagadougou, ont été pris d'assaut par des personnes qui y passent la nuit et on y fait passer des discours du président Traoré dans les haut-parleurs. Alors pour résumer, j'ai appris aussi que le gouvernement n'a pas souhaité s'associer directement en fait aux manifestants que l'on appelle ici à Ouagadougou communément les Irissi. Donc on attend de voir en fait dans les jours à venir ce qu'il en sera. Ce qu'il en est exactement. Il est question aussi de marches. Il y aura des marches des marches de soutien dans certaines provinces. Et ça aussi, on a ces informations-là, Mohamed. Une situation peut-être dictée par la situation économique. On sait, Gildas Da, que la guerre coûte cher. L'insécurité et les sanctions de la CEDEAO ont aussi leurs conséquences économiques. Comment réagissent les Burkinabés face à la situation économique que traverse leur pays? Mohamedou, vous avez bien fait de le dire, hein, la guerre coûte cher et la vie coûte cher au Burkina actuellement. Alors on a des taxes notamment sur les boissons alcoolisées qui rapportent des dizaines de milliards par mois, voire même par semaine. Hein. Les prix des produits, des denrées ont augmenté sur les marchés en fait. Mais les Burkinabés, c'est bizarre, semblent l'avoir intégré. Jusque-là, il n'y a pas eu de structure associative, officielle de consommateurs qui ont dénoncé la situation. Donc, on a accepté en fait que pour des raisons de guerre, on doit dépenser. Et ça, c'est un fait au Burkina Faso. Donc, il y a eu des murmures lors des nouvelles taxes qui ont été prises, notamment sur la téléphonie mobile et sur les opérateurs de télévision. Mais face à cela, il y a eu une communication rondelettement menée, et ça, je dois l'avouer, par la présidence du Faso. On a vu une vidéo dans laquelle le président marchait devant les acquisitions de l'armée burkinabé. Et ça a calmé tout le monde, si je peux parler ainsi. Sinon, tout augmente au Burkina, du carburant au fameux poulet bicyclette que vous connaissez, qui est un peu la marque déposée du pays. Mais bon, on semble s'y accommoder et tout le monde se dit, si ça peut amener la paix, écoutez, ça va amener la paix.
Alors, Gildas Da, l'un des points qui intéresse aussi les Burkinabés et à l'étranger, c'est la durée de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce qu'on sait que disent les Burkinabés, que disent les médias? Est-ce que pour eux, il faut déjà retourner à l'ordre constitutionnel ou c'est un problème qui n'est pas à l'ordre du jour? La transition est partie pour durer. J'ai envie de vous dire oui, c'est l'impression que l'on a quand on regarde ce qui s'est passé au Mali récemment. Alors, ce qui est étonnant, c'est le silence qui va avec en fait. Les politiques ont, permettez-moi d'être un peu, de piquer un peu. Les politiques ont un peu la queue entre les jambes. Hein. Ils gardent une sorte de silence presque absolu. Alors, les médias ont pourtant relevé qu'il serait difficile que les élections se tiennent à la date indiquée, parce qu'ils se sont appuyés sur les déclarations en fait, du Premier ministre devant l'Assemblée législative de transition, et aussi de Ibé lui-même lors d'un entretien avec des journalistes. Donc, les activités des partis politiques n'ayant plus vraiment cours, on se demande ce qu'il va advenir donc, dans les mois à venir. Donc, il y a une sorte d'omerta sur le sujet. Et on se dit la sécurité d'abord. Et après, on verra bien. Parce que les gens se disent il faut d'abord la sécurité, le reste, c'est secondaire, c'est tertiaire, et voire plus. Donc, la menace sur les médias aussi a contribué à cette situation. Parce qu'on connaît pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'on connaît le Burkinabé, qui est un peu revendicateur. Mais là, on est un peu étonné de voir la situation. Il n'y a pas grand monde pratiquement qui parle des élections à venir et tout le monde est en fait concentré sur la sécurité. Il faut reprendre d'abord le territoire et le reste, on va en discuter. Donc là aussi, on verra ce qui va se faire dans les semaines à venir, Mohamedou. Merci beaucoup, Gildas Da, d'avoir apporté les nouvelles fraîches depuis le Burkina Faso. Gildas Da, qui est le correspondant de VOA Afrique au Burkina Faso. Pour une analyse, retrouvons à présent le docteur Ali Tounkara. Il est directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Bonsoir, docteur Ali Tounkara. Bonsoir. Voilà, on vient de le suivre. Le capitaine Ibrahim Traoré aura fait 1 an de pouvoir le 30 septembre prochain. Vous qui êtes spécialiste des questions sécuritaires, quel bilan faites-vous de ces 1 an à la tête du Burkina? Alors clairement, il est difficile à ce stade d'établir un bilan qui fasse l'objet de consensus. Mais lorsqu'on veut s'attarder, c'est ce qu'on pourrait qualifier des aspects positifs en termes de l'offre et de la demande de sécurité. C'est vrai que de la venue du capitaine Traoré à aujourd'hui, un certain nombre de changements restent observables. Des localités telles que Falagountou dans la province de Seno et même dans une bonne partie de la région du Sahel également. De même aussi quand on regarde aussi toutes ces localités qui sont frontalières de Sulanso, sont entre autres des localités aujourd'hui qui sont à la limite un peu reprises par l'armée burkinabé à la suite de la venue du président Traoré. L'autre élément important serait l'axe Gaïa Dori reste difficilement praticable, mais en dépit de ces difficultés liées à l'état de la circulation, le capitaine avec ses hommes sont quand même parvenus d'escorter ou continuer à escorter les communautés dans les différents mouvements. Donc tous ces éléments réunis, sans occulter le 90 000 VDP ont été recrutés, les 2000 nouveaux éléments ont été incorporés dans les différents corps de l'armée burkinabé, sont des bilans, sont des indicateurs qui pourraient laisser entendre que dans le champ sécuritaire, des efforts sont observables. Parallèlement à ce bilan, il ne faut quand même pas aussi l'occulter. Votre correspondant le disait tantôt, si vous interagissez avec les Burkinabés, notamment dans les couloirs, il n'est pas tout étonnant d'entendre un certain nombre de plaintes qui sont formulées, lesquelles plaintes ont un lien avec cette floraison des taxes imposées, s'agissant des audiovisuels en passant par la téléphonie mobile, sans occulter également les augmentations de carburant qui ont été quand même dénoncées par les premiers ministres burkinabés, lesquelles augmentations n'ont pas connu un dénouement heureux attendu par un nombre important de Burkinabés. Donc pour dire que c'est vrai, des efforts sont en cours dans le domaine sécuritaire, mais lorsqu'on regarde les autres pans, ça a été rappelé qu'un certain nombre de communautés commenceraient
à regagner les localités d'origine. Mais à cela également, il faut être quand même beaucoup plus prudent dans l'analyse parce qu'on a aussi des communautés, à force d'être aux abois dans les centres urbains burkinabés, on finit par décider de retourner dans leur localité d'origine, tout en acceptant le dictat des hommes en armes ou même de groupes radicaux violents avec le référentiel musulman. Donc, ce qui fait que les différents chiffres qui sont communiqués par l'État du Burkina en termes de retour des communautés dans les localités désertées sont des chiffres dont il faut le prendre avec... Justement, docteur Ali Tounkara, j'allais vous interpeller sur ce point précis. Les autorités parlent de centaines de milliers de Burkinabés qui ont décidé de retourner à leur domicile. Alors, ce mouvement, comment vous l'analysez? Est-ce que les gens sont de plus en plus confiants? Comment expliquer cela? Alors, objectivement, du 31 mars 2023 aujourd'hui, aucun chiffre officiel n'a été communiqué par l'État du Burkina. Donc, de ce fait, c'est vrai, on était à peu près en moins de 2 millions de déplacés internes. Et parmi ces 2 millions, les 199 000 déplacés internes seraient des retours. Mais je pense que ces personnes déplacées, on peut les catégoriser à partir de deux éléments rapidement. Le premier élément, il y en a qui ont foi aux efforts qui sont en cours aujourd'hui par l'État du Burkina. Mais la dernière catégorie, il faut quand même être beaucoup prudent avec elle. Elle serait de retour, cette catégorie, parce que, justement, les conditions de ces installations dans les centres urbains, les conditions d'accueil qui ont été réservées ne sont pas du tout décentes. Et cette catégorie a fini, au bout du tunnel, d'accepter, de subir les différentes exactions ou d'accepter les injonctions à la fois des milices de défense et même des groupes radicaux violents, notamment les hommes de Mme Jafar Diko. Donc, tous ces éléments réunis, peut-on dire que certes, il y a des retours, mais lesquels retours mériteraient d'être vus à partir de ces deux éléments, notamment des retours parce que les gens sont aux abois, des retours parce qu'effectivement, il y a des efforts qui sont quand même aussi déployés dans ce sens par l'État du Burkina à travers une présence de plus en plus effective de l'armée burkinabé dans les localités qu'elle avait désertées sous le président Damiba. Voilà. Alors, docteur Tounkara, la France, un allié traditionnel et historique du Burkina, a été poussée vers la sortie par les autorités de transition qui semblent s'être rapprochées de la Russie. Est-ce que ce basculement a eu un impact dans la lutte contre le terrorisme? Alors, ne serait-ce que ce basculement a quand même pu obtenir un effet psychologique de contentement. Beaucoup de Burkinabés et même de Sahéliens aujourd'hui seraient favorables à un tel élargissement du partenariat sur le plan sécuritaire, en l'occurrence avec l'État fédéral de la Russie. Donc, de ce fait, effectivement, peut-on dire que le capitaine Traoré a pu obtenir une certaine adhésion populaire lorsqu'il a dit tourner le dos à la France. Mais l'autre élément important, il faut quand même être un peu lucide dans l'analyse. Lorsque vous interagissez avec l'élite militaire au pouvoir, vous allez vous rendre compte que certes, la France, à un moment donné de son parcours, a joué par moments et par endroits des rôles qui sont importants pour le retour à une paix durable au Burkina. Cependant, en termes d'acquisition d'équipements, en termes de formation des hommes, dans des domaines qui sont exprimés comme besoin, sont entre autres des éléments qui ont manqué à ce partenariat avec la France. Or, avec la Russie aujourd'hui, les autorités militaires à la tête du Burkina vous diront que les demandes qui sont exprimées ou qui sont formulées sont satisfaites dans un intervalle court, sont satisfaites avec moins de protocoles qu'elles ne l'étaient avec l'ancienne puissance coloniale, notamment la France. Donc, pour dire que ce basculement vers la Russie a un double avantage. Le premier avantage, c'est de contenter certaines souffrances, même si on n'arrive pas à y apporter des solutions durables. Mais le second, c'est justement le fait que des militaires burkinabés vous diront qu'aujourd'hui, qu'ils sont prêts à mourir parce qu'ils se rendent compte que les équipements arrivent. Et dans ces arrivages également d'équipements, il ne faut quand même pas oublier que certains équipements avaient été même commandés sous le président Damiba, d'autres également avant même sa venue. Donc pour dire que dans ces flots d'acquisition d'équipements, la temporalité est aussi importante parce qu'il y a des équipements
et qui ont été commandés il y a plus de 2 ans de cela, qui ont été livrés sous le président Traoré, même si tous ces équipements sont aujourd'hui comptabilisés par ces hommes. Alors, rapidement, docteur Tounkara, pour terminer, que peut faire le capitaine Traoré pour marquer davantage de points dans la lutte contre le terrorisme, dans les limites que lui permettra la transition? Alors, objectivement, c'est vrai que cette question de la temporalité de transition qui reste un handicap majeur pour les actions qui sont entreprises par le capitaine Traoré. Mais je pense qu'il va de son intérêt aujourd'hui pour que les différentes actions demeurent efficaces et pertinentes dans la durée, que la classe politique burkinabé soit en phase avec les actions militaires en cours. Et de même également, il faut être quand même sérieux avec la lutte contre le terrorisme. On ne peut pas occulter l'influence ou l'importance qu'ont les organisations sous-régionales, en l'occurrence la Communauté économique d'État de l'Afrique de l'Ouest et même l'Union africaine, en termes de portage et des actions aujourd'hui qui doivent faire de concert entre les États membres. Donc, pour dire que le fait de tourner le dos également ces instances sous-régionales sont entre autres des éléments qui pourraient handicaper le président Traoré dans son agir militaire. Voilà. Merci beaucoup, Dr Ali Tounkara, d'avoir répondu aux questions de Focus Sahel. Je rappelle que vous êtes dans le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après le Burkina Faso, on va parler de la situation au Soudan. Les Nations Unies affirment qu'1 million de personnes ont fui le Soudan, dépassant les prévisions sur l'ampleur de l'exode déclenché par la guerre dans le pays. Alors que certains États voisins comme le Tchad et le Soudan du Sud accueillent les réfugiés, d'autres comme l'Égypte et l'Érythrée les repoussent. Les détails dans ce reportage d'Henry Wilkins de Rennes au Soudan du Sud et d'Adré au Tchad. Le récit est de Dini Niwa. Ces derniers mois, le Soudan du Sud a accueilli des centaines de milliers de personnes déplacées, pour la plupart des rapatriés d'origine sud-soudanaise, qui traversent ici la ville de Rennes, à la frontière soudanaise. L'une d'entre elles, Yanar Liroy, a déclaré avoir fui le pays sans aucun bien. Je me suis enfuie sans rien en main. Je n'ai rien pu emporter de chez moi. Nous vivions dans une tente de fortune, alors lorsque les bombes ont commencé à tomber sur notre complexe, nous avons fui aussi vite que possible. Alors que des milliers de personnes continuent d'arriver au Soudan du Sud, chaque semaine, l'Égypte, située à la frontière nord du Soudan, a effectivement empêché les réfugiés d'entrer dans le pays. Initialement, il autorisait environ 250 000 de personnes à traverser sa frontière, mais une nouvelle règle en juin exigeait que les Soudanais obtiennent un visa pour rentrer. Les groupes de défense des droits humains affirment que cela viole les normes internationales et que les longs délais d'attente pour les visas mettent en danger ceux qui tentent de fuir. Abdoulaye Alak travaille pour Refugees International. L'Égypte connaît également une grave crise économique et par conséquent, elle est très prudente quant au nombre de personnes qu'elle autorise à entrer. Je pense que c'est là que des pays comme les États-Unis doivent faire pression sur l'Égypte et le HCR pour demander aux autorités égyptiennes d'autoriser les Soudanais à entrer. Mais cela ne suffit pas. Il a ajouté que les pays donateurs doivent augmenter le financement humanitaire en faveur de l'Égypte s'ils souhaitent que le pays recommence à accueillir des réfugiés. D'autres voisins soudanais, notamment la Libye et la République centrafricaine, ont leurs propres problèmes de sécurité et rares sont ceux qui cherchent refuge dans l'un ou l'autre pays. Fuir vers l'Érythrée à la frontière orientale du Soudan serait un choix encore pire pour ceux qui cherchent à échapper à la guerre, selon Eritrea Focus, une organisation de défense des droits humains basée au Royaume-Uni. Le gouvernement est connu comme l'un des régimes les plus autoritaires et isolationnistes au monde, parfois appelé la Corée du Nord de l'Afrique. Le président a déclaré que le peuple soudanais est le bienvenu en Érythrée.
Mais on ne sait pas combien de Soudanais ont effectivement accepté cette offre et pourquoi quelqu'un voudrait-il chercher refuge en Érythrée. And why would anybody want to seek refuge in Eritrea? Comme les groupes humanitaires internationaux ne sont pas actifs en Érythrée, il est difficile de savoir si des réfugiés soudanais sont arrivés dans le pays. On va retourner au Burkina Faso pour la note positive de cette édition. Là-bas, pendant longtemps, les élèves des écoles franco-arabes qui voulaient poursuivre leurs études universitaires devaient obligatoirement se rendre dans les pays arabes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Institut supérieur Assalam offre cette opportunité sur place. Il se fixe aussi comme objectif la lutte contre le radicalisme. Alidou Ouedraogo nous en parle depuis Bobo-Dioulasso. Placé en plein cœur de Bobo-Dioulasso, l'Institut supérieur Assalam veut mettre fin au départ des élèves diplômés des écoles arabes vers les pays du Golfe. Ici, les sciences islamiques sont dispensées sur place. C'est dans une des nombreuses bibliothèques que nous trouvons son fondateur Ahmad Sanogo. Il est docteur en droit islamique. La création de cet institut a pour but de barrer la route à la radicalisation, dit-il. Notre objectif est de former les jeunes à l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans leur environnement propre. Donc, de ne pas de les faire éloigner d'une certaine doctrine idéologique de l'extérieur. Parce que ce n'est pas évident s'ils vont partir à l'extérieur, qu'ils vont revenir avec ce que nous connaissons comme l'islam pacifique. Donc, c'est pour cela les jeunes qui viennent avancer sur le domaine islamique, on les forme ici à l'université pour combattre contre le radicalisme. De retour des pays arabes, les arabisants souffrent souvent de stigmatisation. Nous avons trouvé quelques-uns en pleine réunion à l'Institut Salam. Mohamed Sanogo a étudié à l'Université islamique de Médine en Arabie Saoudite. Et quand les gens vous voient dans la société comme ça, ou bien dans les lieux publics, que vous parlez la langue arabe, par exemple, toi avec ton ami, ou bien vous êtes en train de causer en arabe, directement ça vient dans leur mémoire que lui, peut-être il est un terroriste. Pour Ahmad Sanogo, il faut une sensibilisation. C'est parmi les revendications de ces terroristes-là, ils parlent des écoles franco-arabes, tu vois. Donc, ils parlent de la promotion des franco-arabes, l'enseignement arabe, tout ça là. Donc, vous voyez, toujours, il y a un petit amalgame entre les choses. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens puissent comprendre que les deux, là, ça fait il y a une différence. Voilà, donc là, c'est un problème idéologique. Voilà, il y a un problème de doctrine idéologique. Et puis là, c'est une question de connaissance, compréhension, étude, évolution, science. Pour beaucoup d'arabisants, la création de l'Institut Assalam est un espoir de valorisation de l'étudiant franco-arabe. À Bobo-Dioulasso, la correspondance de Alidou Ouedraogo. Merci beaucoup Alidou Ouedraogo. Rappelons ce fait marquant de la semaine dans le Sahel. Le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche le retour à Paris de l'ambassadeur de France à Niamey et le retrait des 1500 troupes françaises basées dans le pays. L'annonce survient après un bras de fer de plusieurs semaines entre Paris et le régime militaire arrivé au pouvoir il y a 2 mois par un putsch. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition de Focus Sahel. Nous voudrons remercier tout notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à tous nos experts, nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches du Sahel. Merci à Michel Joseph qui était du côté de la technique, Trésor Matondo qui assurait la mise en onde et M. Joubert qui était de l'autre côté de la baie vitrée. Mohamedou Oumfa, je vous remercie d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Restez sur voaafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. Au revoir.